S'il fallait vous définir, chère Elisabeth Badinter, je crois que s'il fallait vous définir d'un trait, d'un mot, je dirais que, en tout cas pour moi, vous êtes une voix. Une voix, c'est-à-dire, c'est d'abord un teint. Moi, j'aurais dit poil à gratter. Oui, je sais que vous dites d'ailleurs, vous avez une très belle formule, vous dites à un moment donné, mon métier consiste à gratter le vernis polliné des idées reçues. Je trouve que c'est une très belle définition de votre pratique, mais pour moi, vous êtes d'abord une voix, c'est-à-dire d'abord un timbre. Quand je vous entends à la radio, je vous reconnais immédiatement, et cette voix que je reconnais immédiatement est à la fois très chaleureuse, mais aussi très ferme, parfois austère et rigoureuse. Donc une voix que je reconnais tout de suite. Et une voix qui a ce talent de, je dirais, non seulement faire livrer, je dirais, à l'opinion publique, sur la place publique, je le disais, des grandes questions, des réflexions, mais je dirais une voix aussi au sens de la voix de la conscience, c'est-à-dire quand je vous entends, je suis pas toujours d'accord avec vous, mais j'ai le sentiment que votre parole, vous ne livrez pas seulement des arguments, des opinions, il y a quelque chose dans votre parole qui vibre, qui est en quelque sorte le socle. En dessous de la raison et en dessous des arguments, il y a un socle qui est notre attache à l'humanité. Et si je peux être en désaccord avec vous, je sens en tout cas dans cette voix qui compte qu'il y a cette attache. Et cette attache est rare. Souvent, le discours est détaché de ce socle. Et puis une voix encore, je dirais, au sens tout simplement démocratique et convenu du terme. Voter, c'est livrer sa voix. Eh bien, je dirais que vous avez ce talent assez extraordinaire d'exercer votre jugement en public. Et le fruit de cet exercice, c'est souvent des arguments et des réflexions très, très mûries, mais je dirais c'est le plus précieux dans cet exercice, dans la manière que vous avez d'exercer votre voix publique, c'est d'inciter tout un chacun, tout simplement, à avoir la même exigence, c'est-à-dire à, en soi-même, essayer de réfléchir sur telle ou telle question, d'y aller plus précisément. On en discutait un petit peu avant sur les effets du livre que vous venez de publier, donc le conflit, la femme, la mère. Ce livre suscite des débats, mais tous les jours dans les journaux, chacun y va de sa plume pour dire que soit Elisabeth Badinter n'a pas compris, soit elle a mal compris, soit elle a mal interprété, mais ce qui veut dire qu'Elisabeth Badinter a incité tout un chacun sur une question qui n'était pas à l'ordre du jour à se définir, à prendre position. Eh bien ça, je crois que c'est assez précieux et c'est un peu ce qui vous singularise. Un mot maintenant tout de même sur votre itinéraire intellectuel. Vous êtes philosophe, vous êtes spécialiste du XVIIIe siècle, de ce siècle des Lumières, de Diderot, de Condorcet. Vous avez écrit un livre sur Condorcet avec votre mari, Robert Badinter. Il dit d'ailleurs de vous, Robert Badinter, je trouve c'est assez juste, que vous pratiquez la révolution en chambre, j'ai noté, comme Kant. Et lui, le politique, lui, l'homme des cénacles et des assemblées, c'est peut-être une manière un petit peu machiste de dire que de vous mettre au foyer, mais je trouve que si la révolution peut se faire en chambre, et mieux peut-être que dans les assemblées, c'est bien vu. Tout ça pour dire donc que vous êtes aussi je crois, vous avez été en tout cas maître de conférence à Polytechnique. Vous avez alterné, vous avez eu deux voies en quelque sorte dans votre réflexion. Une voie, je dirais, qui sont des essais d'intervention comme celui dont on va parler ce soir, d'intervention sur le contemporain, des livres qui ont marqué. Je pense en particulier en 1980 à L'amour en plus, qui était un essai assez frontal déjà, où vous souteniez que vous reveniez sur l'histoire du sentiment maternelle pour montrer que ce sentiment avait en réalité une date dans l'histoire. Il n'y a pas d'instinct maternel comme vous le montrez dans ce livre, mais on voit très bien le moment où le sentiment maternel surgit dans l'histoire. Un livre qui vous a aussi valu de nombreuses polémiques. Je me souviens d'ailleurs, j'ai revu pour préparer cette soirée votre invitation chez Bernard Pivot pour ce livre il y a 30 ans, et déjà à ce moment-là, alors que ce livre était important, qu'il a continué à essaimer je crois qu'il était traduit dans des trentaines de langues, il y avait une jeune sorbonnarde qui était là pour vous dire que vous n'aviez rien compris, que vous n'aviez pas choisi les bonnes sources, que vous n'aviez pas été y voir correctement.
Alors, donc il y avait L'amour en plus. Il y a eu 2-3 autres essais qui ont vraiment marqué sur le contemporain, et c'est l'un et l'autre, sur la recomposition des rapports hommes-femmes, en 1986. En 1992, vous avez publié XY, un livre important sur la crise de l'identité masculine, la manière dont l'identité masculine s'était entièrement recomposée, voire avait vacillé sous le coup justement de la manière dont la position de la femme avait été la condition de la femme s'était redéfinie. Dans tous ces essais, votre démarche, je le disais, aller contre le vernis ripolliné des idées reçues, aller contre l'idéologie dominante. La deuxième veine de votre travail, elle est plus distanciée, elle est dans un travail d'histoire en quelque sorte intellectuelle sur le XVIIIe siècle, sur la manière dont à ce moment-là justement est en train de naître ce qu'on appelle aujourd'hui l'espace public, mais qui est une conquête en réalité toute récente quand on regarde avec le regard de l'histoire, et comment est-ce que les intellectuels ont en quelque sorte contribué à la naissance de cet espace public. C'est tous vos travaux sur à la fois les stratégies intellectuelles, les passions intellectuelles que vous avez menées dans différents ouvrages. Pour vous définir, vous dites « je suis une rationaliste ». Le terme, je trouve, ne coïncide pas tout à fait. Vous précisez quand vous dites que vous êtes rationaliste que ce que vous aimez chez les grands rationalistes, les Voltaire, les Diderot, les d'Alembert, c'est non seulement leur souci de la rationalité et de l'intelligence, mais aussi leur gaieté. Et je trouve que voilà l'esprit de la gaieté et de la raison, j'espère, va présider à nos discussions de ce soir. Venons-en justement à cette discussion. Dans ce livre donc qui fait événement, le conflit, la femme, la mère, je voudrais peut-être que vous reveniez, parce que tout le monde n'a pas lu ce livre, reveniez sur le constat de départ que vous faites dans ce livre, qui est un constat assez sombre sur le fait que depuis 30 ans, nous aurions connu une régression assez fondamentale dans le statut et la place de la femme, en particulier du fait de l'aspect central que devrait ou doit jouer, selon cette idéologie, la maternité dans l'identité féminine. Je voudrais vous demander, si c'est pas abusé, de simplement nous livrer dans ce constat-là, quels sont les éléments simplement quasi factuels qui, pour vous, vous ont dit un jour. Je sais que vous racontez que ce livre est né à un moment donné. Vous avez appris que Bernard Kouchner, à l'époque ministre de la Santé, avait pris une décision sur le lait. Peut-être que concrètement, pourquoi est-ce que c'est si concret cette question-là? D'abord, merci de votre présentation qui était très chaleureuse, très excessive. Hein. Enfin. Je vous en remercie. Oui, le départ de ce livre, c'est effectivement un petit fait vraiment anodin, et qui n'a vraiment pas fait la une des journaux. C'était d'écouter notre ministre de la Santé. On est en 1998, et j'entends à la radio qu'il vient de signer un décret pour se mettre en conformité avec les recommandations de l'OMS et donc qui sont devenues des directives européennes. Et ce décret était tout simple. C'était que dorénavant, les maternités publiques en France ne pourraient plus donner gratuitement des laits en poudre aux mères qui viennent d'accoucher et qu'elles devraient le payer, et que la publicité pour les laits en poudre était interdite dans les maternités publiques. Et je dois vous dire que ça m'a fait sauter en l'air. Et ça m'a fait sauter en l'air parce que je me suis dit, ça, c'est une pression pour imposer l'allaitement maternel. Pression mineure, certes, mais qui est révélateur de quelque chose, d'un changement que j'ai pas vu venir, vraiment. Et je me suis dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe tout d'un coup? On est en train de nous dire que les laits maternisés ne sont pas aussi bons, que le lait de la mère devient un impératif, il faut que j'aille voir ça de plus près. Et donc, c'est vraiment à ce moment que je me suis dit, après tout, j'ai travaillé sur l'histoire du sentiment maternel en France depuis le XVIIe siècle, il y a 30 ans, à l'époque c'était 28 ans. Je vais essayer de faire le point
où en est la maternité. J'ajoute que cette curiosité a été vraiment accentuée, un peu fouettée, on pourrait dire, par les témoignages extrêmement nombreux de jeunes femmes autour de moi, de différents milieux, et qui étaient des jeunes femmes qui travaillaient pour la plupart, comme la plupart des jeunes femmes d'ailleurs, et qui me racontaient ce qui se passait quand on était enceinte, quand on allait accoucher, les pressions dont elles étaient l'objet, et ça devenait de plus en plus alertant pour moi. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, ça a commencé, il y a une somme de petits signes qu'on était en train de changer de modèle maternel. Jusque-là, les femmes faisaient à peu près ce qu'elles voulaient. Je ne cache pas du tout que, à l'inverse de ce qui se passe aujourd'hui, il y a 40 ans ou 50 ans, on décourageait les femmes d'allaiter, et de ce fait, on allait probablement contre le désir de certaines d'allaiter, et c'était la mode à l'époque, et c'était les oukases de l'époque, vous devez donner le biberon à heure fixe, donc c'était tout aussi rigide, on pourrait dire, un modèle imposé à des femmes, et puis peu à peu, la rigidité s'est arrêtée, et c'est vrai qu'on a de plus en plus proposé aux femmes d'allaiter, et puis après, c'était plus une proposition, c'était un devoir moral. Et celles qui ne voulaient pas allaiter avaient une situation très culpabilisée et culpabilisante. C'est-à-dire que c'est devenu très difficile de dire non parce que les autorités médicales, les infirmières, les sages-femmes, etc., présentaient l'allaitement de telle sorte qu'une femme qui aurait dit non, moi ça m'ennuie, je ne veux pas, je ne me sens pas l'envie de faire ça, devenait une mauvaise mère, une mère indigne, une mère égoïste. Voilà. Donc ce tricotage d'un nouveau modèle m'a interpellée. J'ai eu envie de savoir pourquoi, qu'est-ce qui se passait dans notre société, comment ça se fait que l'OMS avait pris fait et cause avec l'UNICEF pour imposer l'allaitement par recommandation, puisqu'on ne peut pas imposer par la loi, évidemment, mais par recommandation l'allaitement absolument à tous les pays du monde. J'ai senti qu'il se passait quelque chose. Donc après, j'ai été voir. Je ne dis pas que j'ai trouvé absolument toutes les raisons, tous les motifs et que l'analyse est exhaustive, mais j'en ai vu suffisamment en tous les cas pour comprendre que oui, on était en train, par l'arrivée d'une nouvelle idéologie, de redessiner un modèle de mère parfaite. Et ma conviction depuis toujours, c'est que le combat féministe et l'égalité des sexes se jouent là. C'est-à-dire que c'est le sort qu'on fait à la maternité, notamment, qui est, à mon sens, déterminant, absolument, et pour les libertés féminines et pour l'égalité des sexes. D'où, à mes yeux, un enjeu considérable. Et deuxièmement, l'envie d'écrire est aussi venue du fait que ce que l'on me racontait de partout, abondamment, ne faisait l'objet d'aucun débat public. C'est-à-dire que, au fond, chaque jeune femme se retrouvait comme un individu solitaire face au monde médical le jour où elle venait accoucher ou le jour où elle était enceinte et elle commençait sa préparation à l'accouchement. Et donc, elle n'avait, comme il n'y avait jamais eu de débat, comme n'importe quelle personne, individu, citoyen lambda, qui n'est pas spécialiste de rien, on vient pour accoucher, on a accouché, on se dit qu'est-ce que je dois faire? On n'a pas la science infuse, les règles du corps médical changent radicalement tous les 20 ans, toujours d'ailleurs avec la même autorité, et on se dit bon, je prends conseil chez les sachants, ceux qui savent. Et donc, il n'y a aucune défense contre les arguments assénés du monde médical. Et c'est parce que je voyais bien qu'il y avait un travail souterrain, sans débat public, que chacune se retrouvait assez démunie, sans arguments.
pour résister. J'ajoute que toutes les femmes savent que quand on accouche, on est extrêmement fragilisé physiquement, on est épuisé, on est psychiquement fatigué et qu'on n'a pas le ressort nécessaire pour dire non, moi je ne veux pas et c'est comme ça. Alors juste avant de passer à une autre question, je précise tout de suite ma position sur l'allaitement. Parce que c'est pas le tout du livre, mais c'est vrai que c'est la porte d'entrée dans la problématique, à mes yeux, du naturalisme et de la condition qui est faite aujourd'hui aux femmes. Je suis pas du tout hostile à l'allaitement, je tiens à le dire. Au contraire, je regrette personnellement que celle qui aurait voulu allaiter dans des temps précédents n'ait pas pu le faire. Et pour une raison simple, c'est que je n'ai qu'un seul credo en la matière. C'est que l'allaitement ou pas l'allaitement, c'est une décision si intime, c'est une décision si privée qu'à mes yeux, il appartient à chaque femme de décider librement de ce qu'elle veut faire. Et que nul n'a le droit de faire pression sur une femme pour l'une ou l'autre des solutions. C'est si vous voulez, ce dont je suis profondément convaincu. Et qu'il y ait des femmes, en nombre important, mais probablement pas majoritaire, qui aient vraiment envie d'allaiter, pour lesquelles c'est une évidence, pour lesquelles c'est un épanouissement et c'est un bonheur, je le sais. J'en ai vu, je le sais. Oui, nombre de femmes ont envie de ça. Et c'est très bien qu'elle le fasse. Ce qui est mon combat, c'est que pour rien au monde, je voudrais que ce modèle-là s'impose à celles qui n'en veulent pas. Parce que c'est pas leur désir. Et donc, puisque je vois en France, mais dans tous les pays industrialisés, monter en puissance l'imposition de ce modèle qui a des conséquences sur la vie des femmes, des conséquences très importantes, j'ai pensé qu'il fallait lever la main et dire attention. Voilà. Dans les différents éléments factuels que vous amenez à l'appui de votre thèse, il y a l'allaitement, mais il y a aussi toutes les politiques publiques qui sont envisagées d'accompagnement des femmes qui renonceraient à travailler pour prendre en charge leurs enfants. Mais il y a aussi une forme de discours social, de discours psychologique dans les revues qui mettent en scène la maternité comme étant ce qui peut arriver de plus grand à une femme et ce à quoi elle doit entièrement se sacrifier. Il y a aussi un discours philosophique. En même temps, vous, à plusieurs reprises, vous dites c'est une révolution invisible, c'est une révolution silencieuse, ça s'est fait. Est-ce que dans ce livre, vous avez voulu en quelque sorte dire, bon, on est en train de changer sur cette question-là, mettons-nous au clair en quelque sorte, si c'est vraiment ça qu'on veut, est-ce que c'est ça? Et du coup, est-ce que ce n'est pas ça qui suscite le débat autour? Parce que vous mettez des mots sur une pratique en quelque sorte, qui n'avait pas trouvé on ne s'est pas réuni, comme vous le dites, on ne s'est pas réuni un beau jour pour décider, ben voilà, aujourd'hui, on va renoncer à certaines conquêtes des années 60 pour dire aux femmes qu'elles doivent arrêter de travailler, qu'elles doivent tout sacrifier, Oui, c'est vrai. C'est parce que il n'y a pas eu de débat public que j'ai eu envie qu'il y ait un débat public sur la place publique. Ce qui est très intéressant, je ne suis pas une philosophe marxiste, mais force est de constater que c'est l'économie. C'est bien l'économie qui est à l'origine de tout ça, à mon sens. En tous les cas, largement. En y réfléchissant, j'ai compris quelque chose. C'est-à-dire que la crise économique que les pays en Europe ou en Amérique ont connue et connaissent aujourd'hui, qui est à rebond comme ça depuis 20-25 ans, a créé une nouvelle situation. Et une situation difficile, c'est-à-dire que depuis les années 85, 80, 90, il s'est passé quelque chose à mon avis, fondamental, qui est le fait que le travail est devenu si difficile, si rare, si mal payé, si stressant, qu'il y a eu une désaffection à l'égard du monde du travail.
Et cette désaffection, qui était d'ailleurs entérinée par le fait que même si on avait jadis une sorte de fidélité à l'égard de son entreprise et de l'entreprise à l'égard de ses collaborateurs, tout ça avait volé en éclats sous l'effet de la crise économique et que les gens se sont aperçus qu'ils pouvaient être jetés sans état d'âme ou avec état d'âme comme des Kleenex de l'entreprise alors qu'ils l'avaient servi pendant des dizaines d'années. Tout ça a participé à une désaffection du monde du travail et à un questionnement philosophique chez nous tous, même si ça n'a pas été aussi explicite. Ce questionnement, à partir de cette situation de crise, ça a été, est-ce qu'on n'a pas fait fausse route? Est-ce qu'on ne s'est pas trompé depuis des décennies à consommer à outrance, avec ce matérialisme excessif, on a maltraité la nature, on a été indifférent aux espèces animales qui se sont, etc. Un questionnement qui est vraiment d'ordre philosophique et qui a permis justement de se poser une question, et notamment pour les femmes, c'est, mais après tout, entre un travail ingrat qui me sous-estime, qui me traite mal, et une vie terriblement difficile, stressée pour la majorité des gens, et être une bonne mère, j'appelle ça faire de son enfant le chef-d'œuvre de sa vie, et c'est... Est-ce que finalement, c'est pas plus gratifiant d'essayer d'élever ses enfants le mieux que l'on peut pour en faire des êtres humains épanouis, heureux, intelligents, etc. Bref, d'être la mère idéale pour avoir un enfant parfait. Et s'il n'y avait pas eu cette crise, s'il n'y avait pas cette crise, probablement que moins de femmes se seraient posé la question. Et donc, on a assisté entre les femmes les plus défavorisées auxquelles l'État proposait une allocation parentale d'éducation pour 3 ans si elles restaient chez elles. Et pour ces femmes-là, souvent, l'allocation est presque plus favorable que d'aller travailler à temps partiel, payer une nourrice, des transports, enfin, vous voyez. Et donc elles ont choisi ça pour celles-là. Et les femmes les plus favorisées, culturellement, économiquement, qui avaient des maris ou des compagnons qui pouvaient les entretenir pendant qu'elles rentraient à la maison, il y a eu là un vrai mouvement, un mouvement de repli sur la famille. Et la famille, puisque le monde du travail devenait au fond si difficile, tous les, comment dirais-je, les espérances sont reposées sur l'investissement sur la famille et donc évidemment est réapparue avec force l'image divine de la mère parfaite. Je pense donc que c'est ça l'origine du basculement de modèle et il se trouve que en même temps que le travail devenait de plus en plus ingrat et difficile, en même temps que des femmes quittaient pour 1 an, pour 2 ans, pour 3 ans le monde du travail, mais on sait ce que ça veut dire, il y avait à ce moment-là justement une augmentation massive des devoirs maternels qui étaient proclamés depuis 30 ans par les psychologues, par les pédopsychiatres, par les écologistes, et qui tout d'un coup ont trouvé de nouvelles tâches à donner, à assumer aux femmes pour avoir une attitude respectueuse de la nature, et qui étaient des tâches qui avaient été épargnées à nos mères et nos grands-mères et qui avaient été libératoires. Je pense à laver des couches sales et bien d'autres choses. Donc c'est cette conjonction, c'est cette rencontre qui fait que aujourd'hui, où en plus on est absolument terrorisé par ce qui va arriver au monde extérieur, les climats, les mers qui vont nous submerger, la pollution qui va nous étrangler, qui va nous... Et il y a eu cette rencontre il faut dire qu'aujourd'hui on ne parle que de ça, on ne parle que de ça. Tout est maintenant, pour vendre quelque chose, il faut que tout soit bio, il faut que ce soit naturellement biodégradable, développement durable, tout
tout est vendu comme ça. C'est vraiment, en ce moment, c'est en train de devenir la grande idéologie dont certains attendent un vrai changement de société, une nouvelle sagesse. Et cette nouvelle sagesse, il me semble que pour une part, c'est les femmes qui vont payer l'addition. Voilà. Vous soutenez que, en effet, que c'est un des points les plus saillants et qui vous a valu d'ailleurs des réactions. Je pense en particulier à la représentante des écologistes en France qui soutient en effet que vous avez critiqué parce qu'elle défend les couches lavables et elle voilà. Un des points que vous soulevez, c'est vous dites voilà, l'écologie aujourd'hui est ce discours que nous avons sous la main, est un discours que nous avons sous la main qui s'applique à tout, mais en particulier sur cette question-là, vous dites il y a une alliance des écolos, des machos et des réacs pour redéfinir l'identité de la femme. Et des féministes. Est-ce que vous poussez pas un peu quand même ? Et d'un mouvement féministe. Je dis pas les machos, je dis les hommes sont pas en cause particulièrement. Je dis c'est une alliance des naturalistes, et aujourd'hui les naturalistes, c'est ceux qui remettent la nature au premier plan du destin féminin, c'est les écolos, mais c'est aussi un des courants féministes que je critique et que je n'hésite pas à appeler réactionnaire, oui. Parce que en particulier, vous soulignez, vous faites sortir un courant féministe qu'on ne connaît pas encore très bien en France, mais qui est en train de prendre une ampleur considérable, ni en Belgique d'ailleurs, qui est en train de prendre une ampleur considérable aux États-Unis, c'est ce qu'on appelle la pensée du care, et la pensée du soin, donc, et qui, en effet, a une vision de la femme sous le mode de la femme aurait une capacité plus grande aux soins, aux soins de l'autre. Parce qu'elle peut être mère. Voilà. Et donc elle porte ça en elle. Parce qu'une femme peut être mère, elle a dans sa nature, dans ses gènes, effectivement, un autre point de vue sur le monde, sur les individus. Elle est plus compassionnelle, elle est plus pacifique, elle est plus préoccupée des autres. Et là, on décrit une femme qui est l'exact opposé de la description habituelle des hommes. C'est-à-dire qu'elle représenterait le côté moral de l'humanité. Les hommes, ce sont des guerriers égoïstes, c'est le macho libéral qui ne pense qu'à lui, et de l'autre côté, il y aurait les femmes qui, parce qu'elles portent en elles cette potentialité maternelle, ne penseraient qu'aux autres. Voilà. Et ça serait dû au fait que les femmes portent les enfants, accueillent les enfants, soignent les enfants, les plus faibles, savent faire ça, le font bien, s'occuperont évidemment des vieillards, des malades et tout ça. C'est dans leur nature. Et ce féminisme se définit justement par cette remise au centre de la question féministe, la nature féminine, pour l'opposer au féminisme antérieur, universaliste, qui est le mien par exemple, et qui pense que accéder à l'égalité et à la liberté, ça se fera par le partage des rôles et des fonctions entre hommes et femmes, ce qui veut dire que un homme peut faire tout ce que fait une femme, sauf évidemment porter un enfant, mais les femmes peuvent faire aussi tout ce que font les hommes, y compris d'être des terroristes. Je veux dire que les rôles obligés ont éclaté. Ce féminisme que je dénonce dit exactement le contraire. Vous vous trompez complètement, nous disent-elles, parce qu'en vérité, c'est parce que vous n'avez pas assez pris en considération la nature et l'essence féminine que vous avez raté, qu'on n'est pas arrivé à l'égalité. L'égalité des sexes, ça arrivera quand il y aura deux mondes. C'est la parité. C'est exactement comment dirais-je, le fondement philosophique de la politique de la parité. C'est-à-dire, on est deux catégories différentes, avec des points de vue différents sur le monde, et c'est notre alliance, et nous ferons contrepoids à vos excès, et ce sera notre alliance qui pourra instaurer l'égalité. Donc là, il y a un vrai débat philosophique respectable. Hein. Simplement, moi, j'ai pris position contre ce féminisme-là, qui évidemment, en revanche, prend position contre le mien. C'est normal. C'est un débat. Une des conséquences très surprenantes et paradoxales du constat que vous faites, c'est ce que vous appelez la grève des ventres.
C'est-à-dire que vous montrez que dans les pays où cette nouvelle idéologie maternelle est la plus puissante et la plus développée, la charge qui pèse sur les femmes devient tellement lourde qu'elles se mettent à ne plus faire d'enfants. Ah oui, alors ce qui est un paradoxe tout de même, parce que c'est-à-dire que c'est là où en France ce serait l'inverse. C'est très exactement. Étrange. Alors, et en Belgique, je crois. Oui, crois que la Belgique et la France ont des comportements assez et des valeurs assez similaires sur ce point. Alors, cette nouvelle idéologie pour nous Français, de retour à la nature, etc. Elle est une vieille tradition dans certains pays. Je pense à l'Allemagne, l'Autriche, je pense au Japon, je pense à l'Italie et les pays méditerranéens. C'est-à-dire que l'image de la mère est très forte et très puissante et étouffe littéralement la femme. Je m'explique. Dans certains pays comme l'Allemagne, où le taux de natalité est dramatiquement bas, même si les gouvernements allemands ont changé leur politique familiale pour essayer de mettre fin à cette baisse inquiétante de la fertilité en 2004 et de nouveau en 2007, la tradition allemande, qui est justement le modèle que je ne voudrais pour rien au monde qui s'impose en France, la tradition allemande, c'est que quand une femme a un enfant, elle est censée l'assumer complètement jusqu'à ce qu'il rentre à l'école. Pas d'école maternelle. Je vous rappelle qu'en Allemagne, il y avait jusqu'à quelques années quasiment pas de crèche gratuite. Il y avait quelques crèches payantes et très chères. Donc pas de politique familiale pour aider les femmes à travailler, et que quand une femme avait un enfant, il fallait qu'elle arrête de travailler. Simplement, pour une raison très claire pour tout le monde, l'école pour les petits s'arrête à 11h30, il n'y a pas de cantine, et l'après-midi, il n'y a pas d'école. Alors, ça c'est un point. Et que d'autre part, venant conforter cette absence, qui s'explique par ça d'ailleurs, c'est que la société allemande considérait que quand on est mère, on ne confie pas son enfant à une étrangère. Sinon, on est vraiment une mauvaise mère. Et vous avez sur le dos, comme me l'ont expliqué nombre de jeunes femmes allemandes, votre mère, votre belle-mère, votre mari, vos copines, bref, vous êtes une véritable mère indigne. Donc la tradition veut que c'est la mère qui assume entièrement le bébé. Il n'est pas question de le mettre chez une nourrice. Tout ça est très très mal vu. Ce qui faisait qu'effectivement, puisque c'était les mentalités dominantes, ou en Allemagne, ou en Italie, pareil, la mamma, elle vaut bien la mouteur. Et ou la mère japonaise. Dans ces pays-là, où les femmes ont fait de plus en plus d'études comme partout, où ont envahi les universités et ont bien sûr envahi le monde du travail pour être indépendantes financières tant qu'elles n'étaient pas mariées, dans ces pays-là, eh bien, les femmes ont trouvé que le prix à payer était trop lourd. Et on a ce taux incroyable d'infertilité en Allemagne, de 26% pour toute l'Allemagne, 26% des femmes qui finissent leur cycle de fertilité sans enfants, et parmi ces femmes allemandes, 38,5% des femmes qui ont bac plus 5 ou 7 et qui ont les métiers les plus importants, qui sont cadres, qui sont les professions libérales, n'ont pas d'enfants du tout. Et est né quelque chose dans ces pays, surtout en Allemagne, mais ça c'est en train d'être le cas aussi en Italie maintenant. Ces femmes ont dit, nous on a des métiers on est très bien notre métier, on veut pas tout arrêter, on veut pas tout sacrifier à l'enfant, puisque pour être mère il faut assumer tant de choses, on renonce à être mère. Et ce phénomène-là est un phénomène que l'on observe dans d'autres pays, c'est-à-dire qu'en 30 ans, 25 ans, aux États-Unis, en Angleterre et dans bien d'autres pays, le nombre de femmes qui peuvent avoir des enfants, bien sûr, et qui n'en font pas, ont doublé. Alors je ne vous dis pas du tout que c'est encore une majorité, mais elles sont devenues
un phénomène, et elles ont créé ce que les Américains appellent un style de vie. Et ça m'a vraiment interpellée. Un style de vie, c'est-à-dire que, voilà, on est dans une société extrêmement hédoniste, extrêmement individualiste, toutes nos sociétés occidentales sont dans ce cas. Eh bien, il y a des femmes qui ont dit, moi, je garde ma liberté, mon énergie, mon argent, pour mon compagnon et moi, si j'en ai un compagnon, et nous préférons ce style de vie. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment fait réfléchir. C'était impensable il y a 35 ans. On le doit évidemment à la contraception, le fait qu'on peut faire ça. Mais c'était impensable que le désir d'enfant soit si affaibli que beaucoup de femmes diraient non, finalement, moi je suis heureuse comme ça et je préfère rester comme ça. Il y en a toujours eu des femmes qui n'ont pas fait d'enfants alors qu'elles pouvaient en avoir. Ça existe depuis très longtemps et même c'était plus important dans d'autres siècles parce qu'il y avait les bonnes sœurs, parce qu'il y avait les femmes qui étaient trop pauvres, etc. Enfin bon. Mais d'en faire un style de vie enviable, c'est quand même une nouveauté. Et quand on regarde pourquoi, et cette chute de la natalité dans les pays qui ont cette philosophie-là, cette vision d'une mère exclusive, intensive, on peut très bien dire, moi je trouvais pas tant de rester 6 mois chez moi à m'occuper de mon bébé. Ça, c'est pas le même cas de figure. Mais que les femmes ne veulent pas rester 3 ou 4 ans ou chez elles pour élever un bébé, pour élever un enfant, et qu'elles veulent pouvoir et avoir l'enfant et avoir aussi la poursuite de leurs intérêts personnels, c'était, si vous voulez, le modèle qui peu à peu s'était imposé un peu partout, dans les pays autres que l'Allemagne, etc., que l'Italie. Eh bien, de voir que cette possible négociation entre les deux, entre ces deux modes de vie, entre ces deux désirs différents, ceux de la femme et ceux de la mère, se rétrécir comme ça, j'ai l'impression qu'on fait le mouvement inverse de ce qu'ont fait nos voisines allemandes, et que, après tout, si ça continuait, on pourrait bien se poser la question de savoir si nous aussi, alors que jusque-là on a été très libre, et que, en ce qui concerne la France, la société admet depuis 4 siècles que nous mettions nos enfants en nourrice ou chez la nounou, ou aussitôt qu'ils sont petits. Si ça se rétrécit, on sera comme les Allemands un jour. Il y aura une bonne partie des femmes qui diront non, moi je veux pas. Donc ça ouvre un questionnement, autre questionnement de ces femmes allemandes qui me met dans des abîmes de réflexion, c'est de se dire quoi ? Les femmes qui peuvent avoir les métiers les plus gratifiants, les plus excitants, les plus épanouissants, elles choisissent de ne pas avoir d'enfants. Est-ce que ça voudrait dire que dans certains pays, alors ce sont les femmes qui n'ont pas accès, qui n'ont pas la possibilité d'avoir ces activités-là, qui soient bien gratifiantes et intéressantes, qui vont faire des enfants? Autrement dit, est-ce que c'est les plus défavorisés qui ont pour principal objectif dans la vie, qui ne pourront avoir d'autres objectifs dans la vie que elles de faire des enfants? Et ça m'a beaucoup impressionné de lire des articles de Longman, cet Américain très très républicain et très traditionnaliste, pour pas dire un autre mot, et qui dit mais il faut revenir au patriarcat pour qu'on fasse des enfants. Voilà. Mais justement, sur cette question-là, est-ce que le fait que la chute de la natalité dans tous les pays occidentaux, drastique, de 30 à 40% en un demi-siècle, est-ce qu'elle ne tient pas, plutôt qu'un discours écolo-réac sur les femmes, au fait tout simple qu'aujourd'hui les enfants, les individus font des enfants par choix et par liberté,
et que donc le poids de responsabilité est beaucoup plus grand que à l'époque où on faisait des enfants parce que par devoir, par nécessité ou par. Je me souviens que je vous avais contacté à un moment où on avait fait un dossier dans Philosophie Magazine sur pourquoi fait-on des enfants. On avait fait un sondage d'ailleurs que vous mentionnez dans ce livre, et il était apparu dans ce sondage où on posait cette question tout simple qu'on n'avait jamais posée dans un sondage: pourquoi fait-on des enfants? Et la majorité, on avait été très surpris du résultat. La majorité des réponses, ça avait été non, ni par devoir, ni par amour, même, mais pour soi, pour se faire plaisir à soi. On se fait un enfant pour soi. Et donc tout ça pour dire que est-ce que le fait qu'aujourd'hui c'est la liberté individuelle, le choix individuel et donc la responsabilité qui est derrière les enfants, est-ce que c'est pas ça qui est derrière il y a des gens qui peuvent dire moi je suis pas à la hauteur de ça et peut-être que je serai meilleur ailleurs. Non, mais vous avez parfaitement raison. C'est vrai que le fait d'avoir à arrêter une contraception fait que c'est un choix quand même. On y pense. On se dit maintenant il est temps. J'ai envie d'avoir un enfant. J'ai envie d'avoir un enfant. Souvent on dit j'ai envie d'avoir un enfant comme on dirait j'ai envie d'avoir un bonbon. Mais enfin bon, c'est un plus dans ma vie, etc. C'est vrai donc que puisqu'on fait ce choix, on a des responsabilités à l'égard de l'enfant à naître que peut-être on ne ressentait pas de la même façon avant qu'il vous tombe du ciel, parce que c'était un accident comme on disait à l'époque. Ceci dit, votre réflexion est évidemment importante, mais moi je réponds peut-être que avant ou après la contraception, depuis la guerre. Donc, les années, ça a commencé après la guerre, à partir des années 45. En France, on n'a pas augmenté d'un iota le pourcentage des femmes qui n'ont pas d'enfants. C'est toujours 10%. C'est 26% en Allemagne, c'est 10% en France. Okay. Donc, avant la contraception, après la contraception, donc, on est resté aux mêmes statistiques. Et moi, j'en prends argument pour mes thèses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait des enfants en France parce qu'ils nous pèsent pas trop lourd. On n'est pas obligé de complètement de repenser radicalement sa vie. Ils ne nous pèsent pas trop lourd. J'ai dit trop parce qu'ils pèsent quand même. Mais on arrivait. Tant bien que mal, évidemment, il y a ces problèmes de crise économique qui se grèvent là-dessus, mais on arrivait, même avec des tensions, sans parler de conflits, bien sûr qu'il y avait des tensions, la double journée de travail, tout ça, c'est difficile, ça n'a jamais été mais quand même, on bénéficie d'une chose formidable en France, et vous allez me dire, probablement en Belgique pareil, c'est que la société n'a jamais condamné une jeune mère parce qu'elle mettait son enfant à la crèche et repartait travailler quand son congé de maternité était fini. Toute la société trouvait ça normal, trouvait ça normal. Je suis pas sûre que ce soit encore aussi vrai aujourd'hui. Parce qu'il y a eu un vrai travail comme ça, pour essayer de faire basculer cette croyance-là. On a eu le droit à plein de discours, attention, les crèches, des nids à microbes, un bébé est mieux dans les bras de sa maman pendant 1 an et demi, ne soyez pas pressés de le socialiser trop tôt, etc. Bon, on a eu ce discours insidieux qui a probablement aussi laissé un peu de traces. Mais dans l'ensemble, la France est le pays d'Europe où c'est là où il y a le plus de femmes qui travaillent à temps complet en ayant un enfant. C'est pas le cas c'est le pays où on travaille le plus avec un enfant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la société trouve ça normal et qu'on n'a jamais blâmé une mère pour ça. Et il n'y a pas le regard épouvanté de votre mère qui vous condamne pour ça. Et c'est ça, nous le devons à notre tradition qui vient du XVIIIe. En France, se débarrasser dans les bras d'une autre de notre enfant est légitime. Voilà, c'est légitime. Et une femme ne peut pas se résumer à la mère. La maternité est une partie centrale de la vie des femmes, mais c'est pas toute la vie des femmes. Et donc, c'est admis que, pour nous,
les femmes ont aussi elles avaient des devoirs de sociabilité, de mondanité, de culture. Elles devaient d'abord être des épouses avant d'être des mères. On dirait pas ça de tous les pays, loin de là. En Allemagne, la femme c'est d'abord la mère, après c'est l'épouse. Mais en France, non. Et donc, comme au XVIIIe, on pensait que le sperme faisait tourner le lait de la mère, on avait décidé, c'est le préjugé de l'époque, c'est ce que je vous dis, on avait décidé que avant tout, il fallait conserver le mari. Et pour conserver le mari, il fallait se débarrasser de l'enfant, parce qu'il serait nourri par une autre femme, et comme ça, l'épouse pouvait continuer à avoir des relations sexuelles favorables donc au couple, favorables au couple pour pas que le mari aille voir ailleurs et soit dans le péché. C'est quand même formidable de penser que c'était d'abord l'épouse qui passait avant la mère. Et puis ensuite, les obligations sociales, et puis enfin la mère, quoi. Et on a gardé quelque chose de ça. En France, une femme ne peut pas se résumer à une mère. C'est pas le modèle. C'est un des points sensibles de votre texte qui a sans doute à toucher au vif et à faire réagir, c'est que vous n'êtes pas seulement assez sombre et inquiète sur cette transformation dans le rapport de la situation, la condition des femmes, c'est que quand vous parlez des femmes allemandes qui choisissent de ne pas faire d'enfants, qui inventent un style de vie avec un certain optimisme, vous dites elles sont peut-être en train, elles, de réinventer ce que c'est qu'être une femme. C'est vrai que là, donc à toutes celles qui ont eu des enfants, vous dites bon, ben il y en a, elles ont choisi autre chose, elles sont peut-être en train d'avoir trouvé le truc génial. Là, Martin Legros, vous trichez. J'ai jamais dit ça. Un peu, oui. Vous caricaturez mon propos. J'ai jamais dit que elles étaient en train de réinventer. Pas loin. Non. Je vais être précise. Je dis je vais être précise. Il faut donc que le fait qu'il y ait quand même un nombre consistant de femmes qui ne veulent pas d'enfants dans les pays industrialisés nous force à repenser l'identité féminine. C'est pas elles. Je veux dire, dans les temps pas très lointains, et c'est peut-être encore le cas dans beaucoup de pays, une femme sans enfant était suspecte. Et suspecte de pas être vraiment une femme, de pas être totalement accomplie, d'être un peu un fruit sec, d'être une égoïste, d'être une carriériste, comme on dit. Ça, c'est très très mal d'être une carriériste. Et donc, la question qui venait tout de suite après, c'est cette femme doit avoir des problèmes. Si elle veut pas d'enfant, ce qui est la nature, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et de là, l'élucubration et la pathologisation de ces femmes. C'est-à-dire qu'on se disait elles ont dû avoir des enfants abominables, qu'elles voulaient absolument, elles ont dû avoir des rapports avec leur mère atroce, et elles veulent pas reproduire ça, et on les regardait soit avec un œil moral pour dire elles faisaient pas leur boulot de femme, elles étaient des égoïstes, soit avec un œil de pitié, c'était des malades. Quelque part, c'était des femmes pas très équilibrées qui avaient des problèmes. Eh bien, ce que je dis simplement, donc, au fond, les femmes qui n'avaient pas d'enfants, d'abord, c'est vrai que c'est une minorité, on les avait mis aux marges. Elles remettaient en question rien du tout. C'était elles qui étaient dans le, je dirais, le pas normal. Mais quand on a, comme dans certaines sociétés, un nombre si important, un pourcentage si important de femmes qui disent non à la maternité, c'est pas mon truc, j'ai pas envie et je me réaliserai autrement, et je ne m'en sens pas moins femme que si qu'une mère, que même mieux ces femmes sans enfants qui ont répondu à beaucoup de questionnaires dans tous les pays anglo-saxons, elles disent même, écoutez, moi je veux bien, mais moi je me trouve, moi qui n'ai pas d'enfant et qui ai un compagnon, je me trouve infiniment plus féminine que ma copine d'à côté qui a 3 enfants et qui fait la mère toute la journée. Je la trouve pas sexy du tout. Je trouve que elle est beaucoup moins féminine que moi, parce que moi je garde tout, mon attention, je fais attention à moi pour mon compagnon. Je suis peut-être plus libre de mon temps, de ma sexualité, donc je sais, comment dirais-je. Je joue tout sur l'intimité du couple, on fait beaucoup plus de choses ensemble, c'est les arguments émis, ça ne veut pas du tout dire qu'il faut s'en tenir là, bien sûr. Mais quand il y a tant de femmes qui sont comme ça,
comment on va continuer à penser qu'elles appartiennent à la pathologie? Comment on va les exclure pour dire elles n'ont pas d'enfants, elles sont pas mères, elles sont pas vraiment femmes? Je dis simplement, c'est là où je dis que Martin Legros exagère un peu, je dis simplement que leur existence, leur choix nous contraint à repenser la définition traditionnelle de l'identité féminine par la maternité. Ah, vous me direz, oui, mais elles ont une potentialité maternelle qu'elles n'exercent pas, mais elles ne l'exercent pas et elles n'en sont pas moins femmes. Peut-être même le sont-elles plus que d'autres qui sont mères. Je veux dire, est-ce qu'on peut continuer à dire c'est la maternité qui est l'essence même de la féminité? Je n'ai pas la réponse, de même que je n'avais pas la réponse sur l'identité masculine. Je pense qu'on est dans une révolution de notre appréhension des deux sexes considérable. Je ne sais pas qui nous sortira de ce questionnement identitaire que je trouve extrêmement troublant, peut-être même angoissant, mais le fait est, c'est que pour ma part, je ne me résous pas à dire que ces femmes sans enfants, il leur manque quelque chose pour être des femmes accomplies. Je ne le pense pas. Et c'est pour ça que je dis que ça nous force à repenser tout ça. Voilà. Je ne dis que ça. Je n'ai pas dit qu'elles étaient en train de créer la femme du 22e siècle. Elles inventent un style de vie. Mais elles inventent un style de vie. Il faudra en tenir compte. On ne peut pas continuer à fermer les yeux en disant elles comptent pas, elles sont ceci, et avoir des jugements moraux ou psychologiques sur elles. Elles sont probablement tout aussi normales que les mères. Et alors, encore une chose que je voudrais dire, assez de l'argument constamment répété, qui consiste à dire que les femmes sans enfants ont probablement eu des problèmes, laissant entendre que les femmes avec enfants n'auraient pas de problème. C'est ridicule. On a tous des problèmes, plus ou moins importants, et le fait d'être mère ne veut en aucun cas dire qu'on a eu une enfance de rêve, une mère admirable, et qu'on veut absolument reproduire le modèle tant qu'il est merveilleux. C'est pas vrai. On peut aussi... voilà. Avant de céder le micro à la salle, je voudrais vous poser une dernière question justement sur cette question de la redéfinition des identités sexuelles. Est-ce que le fait que vous disiez, bon voilà, on connaît une dissociation aujourd'hui dans la condition de la femme entre, enfin, vous prônez une dissociation entre la maternité et l'identité féminine, puisqu'on peut être pleinement femme sans faire d'enfant. La question que j'aimerais bien me poser, c'est est-ce que les futures identités sexuées, c'est quand même, vous venez de le dire, c'est sans doute la révolution anthropologique la plus grande que nous ayons la chance de vivre. Dans toutes les sociétés connues de l'humanité, l'homme et la femme ont toujours eu un rapport hiérarchique inégalitaire, et c'est peut-être on invente quelque chose. Mais justement, est-ce que vous diriez que à l'avenir, cette identité sexuelle qui a toujours été le premier pôle de différenciation de l'humanité, à l'avenir, va jouer un rôle beaucoup moins important. C'est-à-dire que nous serons tous hommes, avec un grand H, et accessoirement sexués, c'est-à-dire comme on peut être accessoirement de telle ou telle nationalité, de telle ou telle couleur de peau, de telle ou telle... Est-ce que c'est ça que vous voulez dire? C'est-à-dire que quand vous vous réjouissez du fait que les femmes qui ne font pas d'enfants inventent une autre féminité dissociée complètement de la nature, c'est que les identités seront en quelque sorte relatives et comme des masques que nous pouvons emprunter et forger les uns les autres au gré de notre... Non, je tiens à dire tout net que je ne suis pas du tout dans la philosophie queer. Du tout. Je la trouve intéressante, stimulante, mais aussi irréaliste. Je crois que, effectivement, on ne peut pas nier la différence sexuelle, pas la différence de genre, mais la différence sexuelle qui introduit des différences entre les sexes. Ce que je peux dire, parce que c'est un vrai travail que je n'ai pas fait, je ne peux pas répondre précisément à votre question, mais ce que je peux dire, c'est que, de mon point de vue, les ressemblances entre les hommes et les femmes l'emportent de loin sur les différences aujourd'hui.
ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de différence, ça veut dire je les vois peu à peu minorées. Voilà. Je les vois peu à peu. J'ai toujours pensé que les êtres humains étaient bisexuels, c'est-à-dire étaient psychologiquement bisexuels. Je suis frappée de voir, depuis qu'on a desserré les taux de la différence des genres, on voit les gens exprimer plus et vivre plus facilement leur ambiguïté, leur bisexualité. On voit des hommes qui sont très féminins, des femmes qui sont très viriles. C'est rentré quand même depuis quelques décennies dans le possible. Et je pense que la ressemblance des deux sexes est de plus en plus visible. Écoutez, elle est visible même physiquement. Le nombre de fois dans la rue de dos, je suis incapable de dire si la personne qui est devant moi est un homme ou une femme. Même de face, ça m'arrive de me dire c'est un homme ou une femme. Je veux dire, oui, mais c'est quand même révélateur. Je me dis, c'est révélateur de quelque chose. Nos différences s'amenuisent. Moi, je pense, comme je vous l'ai dit, que les femmes peuvent être des terroristes aussi cruels que les hommes, et que les hommes peuvent être des mères aussi tendres que les femmes. Voilà. Ça ne suffit pas. C'est pas une réponse à votre question, et je pense qu'il faudra un esprit très puissant pour nous faire voir un peu plus clair. Mais je ne suis pourtant pas, je ne suis pas dans cette utopie qui consiste à dire on invente son genre. On a aussi, et je ne suis pas de ceux qui nient l'existence de la nature, je tiens à le dire. Je ne suis pas dans ce délire. Je pense que c'est délirant de nier la différence des sexes complètement. Elle existe, et je pense aussi que la philosophie queer est un peu proche du délire. On peut pas, c'est plus subtil que ça. Voilà.